Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre série Kérit enseigne. Dans ce nouvel épisode, on va parler de mes anecdotes de prof. Cet épisode, il est un petit peu plus léger, voilà, je vais raconter des anecdotes, il y aura une vibe un peu plus légère, même s'il y aura aussi des anecdotes malheureusement un peu dramatiques, un peu tragiques, mais de façon générale, c'est quand même des anecdotes assez drôles. Étant une jeune professeure depuis peu, il faut savoir que c'est vraiment le moment propice finalement à toutes sortes d'anecdotes. Des anecdotes, on peut en avoir avec n'importe quel statut, bien évidemment, que l'on soit jeune prof ou non, bien sûr, mais je pense que mon inexpérience, en fait, a très souvent joué en ma défaveur et rendu des situations très cocasses et très drôles. Il n'y a pas de classement dans les anecdotes, c'est-à-dire que j'ai un petit peu fait du mélange entre les drôles, les moins drôles, mais en tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que les meilleurs sont vers la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on en a besoin. La première anecdote, et mademoiselle, vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu, je pense, une anecdote qu'on a tous vécue en tant que jeune prof, plus ou moins, surtout les filles, surtout les femmes. Alors même que je n'étais pas encore prof, mais juste surveillante en France, dans mon ancienne ville, on l'avait déjà fait cette anecdote, c'est le fameux étranger, ça a sonné, ou alors jeune fille, qu'est-ce que vous faites dans les couloirs? Vous n'avez pas cours? Qu'est-ce que vous traînez? Pourquoi vous traînez dans les couloirs? Vous l'aurez compris, ici il s'agit du fait de la comparaison avec l'élève. Combien de fois j'étais en train de surveiller en fait la cour quand j'étais surveillante, combien de fois j'étais en train de marcher dans les couloirs quand j'étais prof, interpellée en me disant mais jeune fille, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censée être en cours alors qu'en fait je suis prof. Quand on fait remarquer à la personne que l'on est en fait un prof, ils se sentent directement bête et confuse et c'est assez drôle franchement. Ça, voilà. On commence assez doucement, c'est assez mignon comme anecdote, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes profs qui l'auront vécu, c'est-à-dire que quand vous êtes assez jeune et que vous commencez à donner cours, en fait on vous confond souvent avec les élèves. Bon, ça peut être flatteur parce que ça veut dire que vous faites jeune, mais c'est vrai qu'au niveau de la crédibilité, déjà que vous arrivez, vous essayez d'avoir de la crédibilité, c'est un peu compliqué. Mais je crois que le pire, c'est quand c'est un élève qui vous prend pour un autre élève et quand vous dites que vous êtes prof, c'est tellement drôle de le voir se reprendre et directement être en mode « Oh désolé madame, genre ils sont tout confus, ils sont tout stressés alors qu'il n'y a pas de mal. » D'ailleurs j'ai aussi moi-même déjà fait cette bourde, pour rebondir sur ça, en rentrant dans une salle de classe où j'avais bien sûr cours. Quand je suis arrivée, j'ai vu un attroupement d'élèves autour du bureau et j'ai regardé un peu mes élèves en mode « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dispersés ?» Je les ai regardés un peu mal, genre en mode strict. J'ai vu l'un d'entre eux en fait me regarder un peu de façon rigolote et finalement j'ai vite compris en le regardant mieux que c'était lui le prof et en fait c'était tellement gênant. Il était assez petit et il faisait vraiment jeune en fait, il s'habillait aussi un peu comme les jeunes de maintenant. Pas forcément compris que c'était un prof et du coup c'était aussi gênant. Donc même moi j'ai déjà fait cette erreur qui somme toute reste très très gentillette. La deuxième anecdote, I just want to make you sweat. Alors là on va rentrer dans le côté un peu gênant. Malheureusement, il faut savoir que moi je suis une personne qui transpire énormément, c'est-à-dire que j'élimine beaucoup. Machallah, c'est bien, ça prouve que mon corps fonctionne bien. Et en fait, depuis que je suis élève, bref, que je côtoie les espaces publics, j'ai toujours fait en sorte, à part quand je fais du sport bien sûr, de ne pas mettre de matière, laissant voir mes auréoles qui sont en général conséquentes. On adore, très glamour cette vidéo. J'ai déjà vécu à mes dépens et c'était très 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 humiliant. Donc déjà, depuis que je suis élève, je fais ça, mais alors imaginez-vous, depuis que je suis prof, c'est encore pire. Je fais vraiment attention à tous ces détails car les enfants, les adolescents, ils sont très observateurs. Ils ne manquent vraiment pas de nous faire remarquer les choses. Eux, c'est vraiment... ils ont pas de filtre. Ils voient un truc, ils vont vous le dire en pleine face et tant pis pour vous. Alors, tant pis pour votre ego. Et d'ailleurs, je me dis que c'est bien fait pour moi quelque part parce que je me souviens d'un prof de SES quand j'étais au lycée. Rien que d'y repenser, je suis mort de rire. Il avait en fait toujours des auréoles énorme et de qui on se moquait souvent. Franchement on se foutait vraiment de lui, Starfurla, parce que franchement il avait des auréoles, c'était incroyable. Elle faisait toute la largeur du t-shirt, mais vraiment, enfin toute la longueur du t-shirt, c'était incroyable. Donc, que Dieu nous pardonne, nous étions jeunes et bêtes, mais voilà du coup Dieu me l'a bien rendu par la suite parce que c'est ce qui m'est arrivé par la suite. Donc, parfois je me laisse tenter par des chemises parce que j'aime beaucoup les chemises. Malheureusement je le sais, ça le pire c'est que je sais d'avance que ces chemises là elles vont me faire transpirer, ça va se voir, mais je les aime tellement que je me dis non c'est bon, ça va pas se voir, je mettrai une écharpe, ça se verra pas. Sauf qu'en fait, à chaque fois j'ai le coup et à chaque fois maintenant, enfin cette fois-là depuis ça m'a un petit peu calmé quand même. La plupart du temps quand même, je sais inconsciemment quand même que ça arrivera et j'ai souvent heureusement une écharpe avec moi. Donc, autour de mes épaules, cette écharpe de sorte à cacher aussi mes aisselles en fait quand je lève les bras. Mais quand je n'ai pas d'écharpe, ce qui est arrivé ce jour-là, le jour de l'anecdote, je garde les bras bien croisés. MDR, ce qui est relativement compliqué en donnant de cours parce qu'on est un peu comme ça en mode pingouin. Donc bref, ce cours-là, j'avais tout fait pour garder les bras près du corps le plus possible. Et alors que le cours touchait à sa fin et que je me suis dit, ah bah c'est bon, je suis sauvée, personne ne m'a fait de remarques, etc. Personne ne m'a fait de réflexion, personne ne l'a vu. Une de mes élèves arrive en fin de cours et me dit, madame, vous transpirez beaucoup, hein.
J'étais en mode, mais MDR. Enfin, c'est tellement gênant de venir à la fin du cours, vraiment comme une fleur style de rien. Madame, vous transpirez. D'accord. En y repensant ensuite, ça m'a fait beaucoup rire. Et surtout, en fait, le fait de venir le dire à la fin du cours, genre quel intérêt, en fait, le cours il est passé, pourquoi tu me l'as dit? Et en même temps, je me dis, alhamdoulilah, qu'elle me l'ait pas dit devant tout le monde. Après, c'était une élève assez timide et réservée, donc je pense pas qu'elle l'aurait fait. Mais bon, bref, donc je lui ai dit, oui, je sais, merci. En rigolant jaune, en étant un petit peu excédée, même si, voilà, elle avait rien fait de mal. Mais je me dis, heureusement, je pense que ça a été la seule à l'avoir vue. En tout cas, je l'espère. Par contre, il y a vraiment eu des fois aussi où j'ai vu que les élèves voyaient ma transpiration. Et j'étais mortifiée. Alors qu'en soi, c'est débile parce que c'est normal. Mais voilà, c'est toujours un peu gênant. Subhanallah. Troisième anecdote, le père d'Abdoul. Cette anecdote, en fait, elle jongle entre le côté assez dramatique et le côté assez drôle. Ici, pour vous recontextualiser, j'ai eu une classe absolument horrible l'année dernière, dans mon ancien établissement, qui m'en a fait en fait voir de toutes les couleurs, mais vraiment. J'ai prévu une vidéo à ce sujet. L'année dernière, c'était clairement ma pire année dans l'enseignement. J'ai été mutée dans une école qui, je l'ai appris bien après, était réputée ici à Bruxelles pour avoir des élèves vraiment horribles en termes de comportement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit après quand j'ai parlé avec d'autres personnes, d'autres sœurs, profs, etc. Quand je disais mon école, on me disait ah ouais, enfin, genre courage, en mode t'es allé là-bas et tout. Et pourtant, pas du tout une école qui est dans un quartier ou qui est dans un périphérique, qui est dans une banlieue, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Donc vraiment, ça veut rien dire. Cette classe, donc, qui était donc la pire de toutes celles que j'ai eues pendant cette année, j'ai très tôt été perçue malheureusement comme l'ennemi, et très vite en fait j'ai été en conflit avec tous les élèves. Malheureusement en fait je pense qu'ils m'ont mise un peu en tant que bouc émissaire, et en fait pour dire vrai, la petite bande de fouteurs de merde leader de la classe m'ont prise en grippe, et donc forcément tout le reste de la classe a suivi. C'est souvent comme ça. Vraiment une partie d'année qui était horrible pour moi parce que c'était vraiment des chayatines, franchement désolé de le dire, mais c'était des chayatines. Ces élèves là, ils étaient vraiment vicieux, ils prenaient un malin plaisir en fait à se foutre de moi, à m'humilier, et je me suis même rendu compte que ça avait été finalement du harcèlement. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça avait été une forme d'harcèlement. Donc cette classe était reconnue comme l'une des pires dans les classes de deuxième, et évidemment moi, nouvelle prof, jeune, inexpérimentée, ils m'ont fait la miséria, mais vraiment la misère noire, subhanallah. Petit groupe de 4 élèves qui avaient décidé de me prendre vraiment en grippe, c'est-à-dire davantage que le reste de la classe, finalement était donc constitué uniquement de garçons. Donc il y avait 4 garçons, et si ça avait bien évidemment commencé dans l'enceinte de l'établissement, ça s'est ensuite poursuivi dans les couloirs et hors de la classe. C'est la raison pour laquelle je parle de harcèlement à juste titre, et ça s'est même poursuivi sur les réseaux sociaux, malheureusement. C'est-à-dire que lorsqu'ils me croisent dans les couloirs de l'école, scène typique, ils rigolaient entre eux, genre quand je passais, ils rigolaient entre eux, ils se regardaient comme ça, ils chuchotaient entre eux, ils me regardaient de haut en bas, vraiment, vous voyez le comportement typique de harceleur en fait, vraiment de chayatine, subhanallah, vraiment ça. Et j'ai entendu à plusieurs reprises qu'ils disaient des choses salaces sur moi, qui parlait sur mon dos. Ils m'ont aussi insulté, mais je l'ai entendu. Donc voilà, vraiment, c'était des 4 diablotins, quoi, vraiment. Quand j'y repense, ça a vraiment été une période difficile pour moi. Je l'ai assez mal vécu, surtout. Ça s'est un peu poursuivi ensuite, comme j'ai dit, sur les réseaux. Du coup, même quand j'étais hors de la classe, hors de l'école, finalement, j'allais sur mes réseaux, et je l'ai vu qu'une ou deux fois, hein, mais je voyais des commentaires qui n'étaient pas forcément top, que ça soit sur Instagram comme sur YouTube. Donc bref. Donc à un moment donné, je suis arrivée dans la classe, et c'est l'un des garçons, donc le plus vicieux selon moi, qui m'a insulté de sorcière, finalement, en s'adressant assez bas au reste du groupe, pensant que je ne l'entendrais pas. Et ça a été, je pense, la goutte qui a fait déborder le vase, au sens où j'ai tout simplement décidé de convoquer les parents de ces 4 garçons, et en particulier de celui-là, donc de celui qui m'avait insulté. Et c'est là qu'on passe en fait au moment drôle, mais tout de même un peu tragique. Mais je vous jure que j'étais contente. Franchement, que Dieu me pardonne, mais il avait vraiment mérité. Wallah, il avait mérité. J'avais juste envie de lui dire « Cheh !» Wallah, cheh !» Vraiment, c'était mérité. Donc, convoquer son père à venir me voir pour parler du comportement de son fils. Là, je savais par expérience qu'en général, c'est pas un cliché, c'est qu'en général, les familles africaines, par rapport à leurs enfants, ils ont une éducation assez stricte. Donc les familles maghrébines, déjà, c'est pas mal. Mais les familles africaines, en général, c'est encore pire. C'est-à-dire que le père, il est donc venu m'attendre en bas, parce que je l'avais convoqué, donc il est venu m'attendre en bas. Nous sommes montés dans la salle de classe afin de parler. Donc il y avait son fils en question et son petit frère. Il y avait un mélange de pitié et aussi un sentiment de bien fait pour toi à l'égard du fils, donc de mon élève, parce que tantôt il me regardait avec des yeux furieux, tantôt il était vraiment énervé, et tantôt je voyais qu'il les baissait quand son père s'adressait à lui. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur, mais voilà, de toute façon c'était trop tard. Donc on est donc montés ensemble dans la salle de classe. Son père il claudiquait à moitié parce qu'il marchait pas trop droit, je pense qu'il avait mal au pied ou un truc comme ça, ce qui m'a fait un peu mal au cœur aussi. Mais en fait si j'avais su, parce qu'il était tout sauf affaibli, le daron était tout sauf affaibli, donc vraiment. Une fois qu'on est rentré en classe et que je lui ai exposé finalement le problème par rapport à son fils qui en fait avait énormément de manque de respect, me parlait archi mal, était arrogant, bref, me prenait pour sa petite tout simplement. Le père il est resté très calme, voire stoïque.
Il était vraiment dans ce qu'on appelle la colère blanche. Vous savez, c'est cette colère froide, contenue, sans manifestation gestuelle ni verbale, mais qui selon moi est encore plus effrayante qu'une colère qui va passer par des gestes et par des mots. Vraiment, la colère blanche, c'est quelque chose qui est, je trouve, qui fait très peur. Il a fini par regarder son fils au final avec un air que j'espère ne jamais connaître. Et il a commencé à lui demander de s'exprimer à ce sujet. Donc il lui a dit, bah, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que tu dis, ce qu'elle dit, voilà. Réponds en fait, exprime-toi, tu vois. Sauf que le fils, en fait, il était muet et en fait, je pense qu'il était même terrorisé par son père. Même si je pense qu'il a quand même l'habitude de vivre ça, parce que c'est un sacré numéro celui-là. À force, finalement, il répondait pas, il restait dans son mutisme. Et je vous jure qu'à force de ne rien répondre, j'ai cru que le père allait le fracasser. Vraiment, en fait, c'était incroyable parce qu'il a esquissé en fait un geste envers lui sans le toucher. Mais vraiment, c'est incroyable parce que il l'a pas forcément touché devant moi, mais je vous jure qu'il y avait tellement de violence juste dans sa posture, sa façon d'être. Des fois, subhanallah, on n'a pas forcément besoin de bouger, on n'a pas forcément besoin de frapper pour être violent. Et vraiment, c'était juste sa posture, sa façon d'être, elle était déjà tellement violente en elle-même que je me suis dit, Agib, s'il le frappe, qu'est-ce que ça va être? Si là déjà c'est violent, ça donne un aperçu de violence, alors même qu'il l'a pas frappé, qu'il l'a pas touché, qu'est-ce que ça va être quand il va le toucher? J'avoue que ça m'a fait mal au cœur, mais franchement, c'était vraiment mérité. Et il m'en a fait vraiment baver, franchement, ce gamin-là. Et le pire, c'était vraiment son insolence. Parce que moi, je supporte vraiment pas le manque de respect, l'insolence. Tous ces comportements de merdeux, en fait. Je comprends, voilà, qu'on peut rigoler, on peut exagérer. Même moi, hein, je rigolais quand j'étais élève, je faisais vraiment le bazar et tout. J'étais un peu insupportable, mais la vérité, vraiment, très rarement, j'ai eu des comportements d'insolence et de manque de respect. Genre vraiment, quand on est vraiment dans l'affront, en fait, frontal avec le professeur, ça, je trouve, c'est un manque de respect incroyable et je supporte pas. Et lui en était vraiment l'une des incarnations parfaites. Franchement, pour moi, c'était vraiment l'incarnation de l'insolence, ce gamin. Incroyable. Et là, devant son père, il faisait beaucoup moins le malin, comme vous doutez. Et ce qui m'a fait rire dans cette anecdote, c'est que le daron africain avait une prestance incroyable, il avait tellement une prestance incroyable, que même moi, je n'osais pas broncher un mot. Vraiment, il était impressionnant. Ça m'a fait rire de me rendre compte que même moi, j'étais limite figée par la situation parce que franchement, il était impressionnant. Pourtant, il n'était pas énorme, etc. Mais franchement, une colère blanche et une violence juste dans la posture, impressionnante. Aussi, ce qui était drôle aussi, mais triste à la fois, c'est que le daron était ultra pessimiste en mode « Mais madame, vous voulez faire quoi de celui-là? Dans quelques années, ça va être la prison. Qu'est-ce que vous voulez faire? S'il continue, c'est sûr que ça va être ça. Maintenant, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. » Franchement, il était trop pessimiste. Et moi, c'est trop marrant parce que moi, j'étais en mode « Mais non, ça va aller, voilà. Là, c'est un rappel que je lui fais, mais ça va aller, ça va peut-être changer, etc. Faut pas être pessimiste. » Et lui « Mais non, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui, machin ?» Et j'étais en mode « Mais oh là là, pourquoi je l'ai convoqué? Le mec, il est trop pessimiste. En même temps, quelque part, c'était mérité. » Lui, il continuait « Mais si, madame, tout est perdu, c'est fini pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il va jamais changer et tout. » Et j'avoue que ça me faisait rire intérieurement, même si a posteriori c'est plutôt triste. Et je suis vraiment passée par tous mes états durant ce rendez-vous. La peur parce que je sentais que à tout moment le daron il allait lui foutre une baigne mais monumentale. Le rire nerveux parce que c'était vraiment très cocasse, la situation était quand même très cocasse pour vous dire vrai. Et aussi la pitié parce que quand je regardais mon âge je me disais quand même miskine. Après voilà c'est de sa faute mais ça faisait quand même mal au cœur. Et vraiment, quand je pensais que moi-même, qui suis une prof, je suis une adulte, je restais silencieuse devant la prestance du père, qui était dans cette sorte de colère blanche, comme je dis, dans cette sorte de violence muette, moi-même, je restais silencieuse, quoi. Ah, c'est quand même incroyable. Enfin, bref. C'est vraiment une situation épique, mais je l'ai dit, qui est aussi un peu triste, parce que c'est quand même triste d'en arriver à des comportements comme ça. La quatrième anecdote, je l'ai appelée Harry Hijeb. Cette anecdote, elle est un peu plus légère aussi, et je pense qu'on en a besoin, parce que voilà, on vient de sortir un peu d'une situation un peu dramatique. Donc elle s'est déroulée lors de ma première année d'enseignement en Belgique avec des sixièmes, donc environ l'équivalent des premières terminales en France. Malheureusement en Belgique, la plupart des écoles, surtout celles financées par l'État, refusent de port du hijab aux enseignants pour neutralité. Ce que je comprends, oui et non, mais c'est pas le sujet, on va pas commencer à parler de ça. Ainsi comme beaucoup d'autres enseignantes et même élèves devaient ôter mon hijab avant de rentrer dans l'établissement. Et plusieurs de mes élèves de cette classe en question, même plusieurs de mes élèves en général, le voyaient parce qu'on arrivait soit en même temps, voilà, il y avait une seule entrée, donc ils m'avaient déjà vu l'ôter. À Bruxelles, il y a une forte population musulmane, et la plupart de mes élèves l'étaient et le sont donc à chaque fois. Dans cette classe, je crois qu'il y avait une majorité de garçons. Je sais pas si vous voyez un peu la classe, un peu le genre des garçons arabes, musulmans, de 6e, un peu style Roloto, en train de faire des blagues et de déconner. Un peu perturbateur, mais franchement pas du tout méchant. Vraiment, ils étaient adorables. Bref, et donc au début d'année, dans cette classe, je commence à donner mon cours et je vois qu'un élève au fond de la classe commence à cacher ses yeux avec ses mains, comme ça, quand je m'avance en rigolant à moitié. Donc il cachait ses yeux comme ça, il rigolait à moitié, mais il voulait pas me regarder. Un peu mignon, mais surtout pour faire le pitre en fait. Hein. Et je lui demande ce qu'il a, et il finit par me dire mais madame, tout en faisant exprès de baisser les yeux, il finit par me dire mais madame, je peux pas vous regarder, vous portez pas votre hijab, donc je baisse les yeux, je peux pas. Bon, j'avoue que c'était mignon sur le coup, même si je pense qu'il le faisait plus pour faire rire qu'autre chose et amuser la galerie, mais quand même. Là, c'était une anecdote très légère et très rapide, mais j'ai trouvé ça assez mignon.
5e anecdote, la mère Cassos. Pour changer un petit peu de registre et pour repartir du côté des parents, j'en ai encore une à vous raconter. Inch'Allah, dans une vidéo un peu plus sérieuse, je parlerai du léger harcèlement que j'ai connu dans ma dernière école avec cette fameuse classe que j'ai tant détestée. Donc du coup, dans cette classe, il y avait une gamine qui, si elle n'était pas aussi horrible que les autres, les suivait clairement. Donc c'était pas la leaduse, mais c'était la followeuse, on va dire. Donc c'était pas la dernière pour faire le bazar. Pour les examens de décembre, j'avais dit à cette classe et aux autres, en fait à toutes les classes, que pour l'examen, il fallait réviser le thème 1 et le thème 2 et que l'examen porterait sur l'un des deux. Donc en mode surprise, tu révises les deux, ça tombera sur l'un des deux, tout simplement. Assez logique, je vois pas... Voilà, assez logique. L'examen a été passé puisqu'ils n'avaient évidemment pas étudié tout ce que je leur avais dit. Ils se sont plantés. En fait, ils se sont dit d'avance, sans que je ne leur donne aucune indication, que ça tomberait sur le thème 1 et manque de chance, c'est tombé en fait sur le thème 2. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se remettre en question, de se dire « Ah bah c'est moi qui n'ai pas étudié comme madame m'a demandé », forcément, ils ont remis la faute sur moi en toute mauvaise foi et ont donc assassiné au final dès qu'ils ont eu leurs notes, leurs résultats en me faisant passer pour la mauvaise prof qui ne leur avait pas donné les bonnes consignes pour réviser, etc. En gros, ils auraient aimé que je leur dise précisément sur quoi ça allait tomber, hein, parce que voilà, assister un jour, assister toujours. De toute façon, ça c'est aussi un autre sujet de vidéo que je vais faire. Mais pour moi, on est vraiment dans une génération, au niveau de la jeunesse et de l'éducation nationale, d'assister. Vraiment, c'est affligeant en fait. Les élèves, il faut maintenant, on leur mâche le travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à réfléchir, ils n'ont plus à rien faire. Pour moi, c'est vraiment aberrant. Bref, je suis peut-être un peu vieux jeu, hein, c'est vrai, mais je trouve franchement qu'on ne facilite absolument jamais la tâche à des élèves en leur mâchant le travail, bien au contraire. C'était donc hors de question pour moi, dans mon éthique de prof, de leur dire carrément sur quel thème ça allait tomber. Ils n'avaient qu'à étudier en fait comme tout le monde. Et au final, j'aurais même dit, mais vous pensez que quand vous allez faire des études supérieures, les professeurs de fac, d'université, de haute école, ils vont vous dire, bah voilà, ça va tomber sur le livre 1, la page 5 et le chapitre 3. Bah bien sûr que non en fait. Tu apprends et tu verras sur quoi ça tombe. Et ça, c'est la logique de la vie en général. Dans la vie, on fait les causes et puis après, on se débrouille avec ce qui tombe sur nous. Mais ça ne tombe pas tout cuit dans notre bouche. Bref. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une génération pour moi d'assistanat. Bref. Après donc, m'être même fait tomber dessus par le proviseur, chez qui ils sont allés évidemment se plaindre, hein, ça c'est évident, même chez qui ils sont même allés chialer, hein, pour parler clairement, mais à qui je n'ai pas cédé et à qui j'ai expliqué clairement la situation et au final il a compris, ça a été finalement autour des parents, du moins d'une parent, la fameuse mère de Myriam K. Elle est donc venue me voir à la réunion parents-prof de décembre, avant les vacances de Noël. Donc déjà, la meuf rentre. Donc assez sympa au début, voilà, au sens où elle n'est pas venue en m'agressant directement, mais la façon de parler déjà, mon Dieu, franchement, je vous jure, c'est... Je lui ai donc parlé de sa fille, puis on en est venu à sa fameuse note, mauvaise évidemment, puisqu'elle n'avait pas étudié ce que j'avais demandé. Et là vraiment il faut que je vous mime la scène, donc je vais prendre un chewing-gum pour ça. Parce que vraiment c'est exactement le genre de personne. C'est-à-dire qu'elle était vraiment comme ça. Ouais. Mais vraiment, genre une grande daronne de 40 piges, même plus ça se trouve, hein. Elle parle comme ça avec un chewing-gum dans la bouche en train de mâcher comme une vache devant la professeure de sa fille. Bref, hein. Tout le moment où je lui parlais, en fait, elle était comme ça. Pendant tout le moment où je lui parlais, elle était comme ça. Mais enfin, je sais pas, c'est quand même incroyable de pas avoir de adeptes comme ça. Et encore une fois, ce qui est pire, c'est que ce sont des musulmans. La plupart des parents d'elle, ce sont des musulmans. Enfin, c'est incroyable. Bref, gênante au possible. Puis elle finit évidemment par me dire que je suis une mauvaise prof, qu'on doit dire précisément aux élèves ce sur quoi l'examen va tomber, bien évidemment, parce que génération d'assistés, que ce n'est pas étonnant que les élèves n'aiment pas les cours, que j'étais ridicule, blablabla. Bref, elle m'a fait tout son baratin, hein, de merde, pour moi je l'appelle comme ça, ces mères-là. Et elle finit par me balancer la copie de sa fille sur la table en me disant en gros que je ne sers à rien et qu'elle en a rien à foutre. Donc elle me balance la copie sur la table et elle dit à sa fille, vas-y viens, de toute façon on s'en fout et on en a rien à foutre, elle me balance la copie. Vraiment, quel modèle pour ta fille. C'est quand même une grosse daronne de 40 piges, quoi, c'est gênant. Heureusement, l'une des profs à côté est tout de suite venue me voir après, mais quelle gênance, mais franchement, quelle gênance. Et c'est en fait suite à ça que j'ai finalement compris le comportement de sa fille, parce que finalement, les chiens ne font pas des chats. Tu vois. Vous savez, des fois, on blâme vraiment nos élèves, mais parfois, il suffit simplement de regarder les parents qu'ils ont eus, de voir les modèles qu'ils ont eus, et puis tout devient beaucoup plus limpide. La 6e anecdote, Alibaba.
Les anecdotes, elles rentrent dans le côté mignon. Donc, j'ai appelé Alibaba en rapport avec son auteur. Donc, c'était un élève tout mignon que j'ai eu encore une fois l'année dernière, très timide, qui ne participait pas beaucoup et qui parlait par contre pas mal avec ses camarades, qui n'était pas le dernier encore une fois à parler. Mais encore une fois, c'était pas du tout le leader, c'était vraiment plutôt un suiveur, mais très mignon, très timide, etc. Mais qui participait pas beaucoup au cours. Et il était installé toujours tout au fond de la classe. Et en fait, dès que je l'interrogeais, donc il parlait avec ses camarades, mais dès que moi je l'interrogeais, il fondait comme neige au soleil. C'est-à-dire qu'il redevenait tout mignon et tout adorable, même il rougissait, etc. Et je le trouvais mimes, en fait. Je me disais, ah, miskin, tu vois. Malgré son côté très hanin, très mignon, il était aussi bien impliqué dans le bazar de la classe. Et encore une fois, c'était pas le dernier à parler. Toujours, encore une fois, excédé par tant de bazar, tant de bruit. C'est une classe, elle aussi, presque uniquement composée de garçons. Et il faisait un bruit. Il faisait un bruit. En fait, vraiment, je me dis, il faut vraiment que je tourne vite cette vidéo sur mon expérience de harcèlement de l'année dernière parce que franchement, c'était horrible. Vraiment, l'année dernière, ça m'a vraiment mis une claque en fait, au sens où je ne veux plus connaître ça. Et je sais que c'est bien parce que ça m'a forgé une expérience, mais wallah, je veux plus connaître ça. C'était horrible. Vraiment, le bruit, rien que je rentrais chez moi, j'avais mal à la tête. Mais vraiment, une heure de bruit, de hurlements, de hurlements, de hurlements. On dit que les profs, ils font rien, ils ont beaucoup de vacances, etc. Mais franchement, la charge mentale que ça implique d'être professeur, d'avoir du bruit en permanence dans les oreilles, d'avoir de l'insolence, d'avoir des critiques, même des fois des insultes, je vous jure qu'il faut être armé pour le vivre et pour le supporter. Bref. Donc j'ai mis une punition à toute la classe parce qu'encore une fois ils avaient été infects comme d'habitude, pas infects au sens, eux c'était pas vraiment le genre à être méchant, mais c'était plutôt très bordélique. De faire une punition, aller la faire signer à la directrice avant de venir me la rendre au cours prochain. Et je leur ai demandé, puisqu'on est en philo, de s'expliquer sur leur comportement ou un truc du genre, sur l'importance du cours de philo, je sais plus trop quoi. Donc finalement, le cours suivant, il me semble que c'était un jour férié, donc ils n'ont pas pu me la donner. Ce qui fait qu'en gros, j'ai récupéré leur copie dans le bureau de la directrice. C'est un peu gênant, c'est qu'en fait, quand elle est venue à la copie de Alibaba, elle m'a avoué en fait qu'elle lui avait fait recommencer sa punition parce qu'il avait écrit un truc du genre « Le cours de philo, c'est un cours intéressant et la prof, elle est super mignonne ». Et je me suis dit, oh là, mais c'est tellement mignon, enfin c'est tellement hnine. Franchement, surtout quand elle m'a montré la copie avec l'écriture en pâte de mouche, avec écrit la prof, elle est super mignonne. C'est tellement mignon, franchement, voilà, c'est tellement mignon. Et comment tu peux en vouloir un élève qui écrit un truc comme ça? Après, bien évidemment, il faut être objectif, s'il fait des bêtises, il faut le punir. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments comme ça dans une carrière qui sont mignons. En fait, tu dis, ah, c'est hnine, c'est mignon, voilà. Ça fait plaisir, ça fait du bien à ton ego aussi. Et tu dis, bon, c'est mignon. De recadrer les choses, mais franchement, ces petits moments-là, ça fait quand même du bien dans une profession. Donc voilà. 7e anecdote, le zigoto du fond du bus. Cette anecdote, elle me fait vraiment trop rire parce qu'en fait, elle mêle drôlerie et mignonnerie, mais vraiment, elle me fait trop rire cette anecdote. Elle est tellement mignonne. C'est déroulé dans l'une de mes... Encore une autre classe, que j'avais, je crois, 16 classes, que j'ai appréciée dans mon dernier établissement. C'est l'une des seules classes que j'ai appréciées. Parce que, certes, ils étaient assez turbulents, en fait, toutes les classes que j'ai eues étaient turbulents, mais il y avait des degrés, il y avait des différences, mais ils étaient très attachants tout de même, et surtout les garçons de devant, les petits garçons de devant, et franchement, c'était une classe qui était certes turbulente, mais c'était pas turbulent en mode provoquant ou en mode insultant comme d'autres classes que j'ai eues. Eux, c'était vraiment, voilà, c'était très bébé, en fait, très bébé, et il suffisait un petit peu de crier pour établir le calme, mais quand même très turbulent, très fatigant. Donc il y en avait un que j'aimais vraiment bien, c'est le zigoto du fond du bus. Mignon et rigolo à la fois, assez petit. Vous voyez, un petit garçon comme ça, parce qu'ils étaient petits, moi les élèves que j'ai eu, ils avaient, je crois, à partir de 12 ans, je crois. Mais il y a des enfants qui, même à 12 ans, ils sont encore très petits et très bébés en fait. Et lui était très petit, très mignon, tout rond comme ça, tout mignon avec des petites lunettes comme ça et des petits cheveux bouclés. Il était trop mimes, mais vraiment trop mimes. Vraiment un visage de bébé, une race de bébé quoi, vraiment. Il avait donc des petites lunettes rondes et malgré sa bonne tête d'intello, je crois que c'en était un aussi d'ailleurs, il aimait aussi bien faire des bêtises et c'était lui non plus pas le dernier à en faire. Ce qui n'empêchait pas d'être aussi un très bon élève. Donc on va l'appeler zigoto numéro 1. Donc zigoto du fond du bus numéro 1. Avec quelques-uns de ses camarades tout aussi mignons et bébés que lui, ils occupaient les rangées de mon bureau, les premières rangées devant mon bureau. Et je vous assure que c'était vraiment dur de rester sérieuse très souvent, parce qu'en fait, ils avaient tellement des têtes de bébés, que même quand ils faisaient des bêtises, etc., franchement, ils avaient des têtes vraiment de bébés. Vous voyez, les bébés, on peut leur en vouloir, leur tête est tellement mignonne, mais drôle à la fois que des fois, je me mordais à l'intérieur des joues pour ne pas rire tellement c'était des gogoles, mais vraiment, mais c'était rigolo en fait, franchement. Ça, je me dis, mais vraiment, je suis encore une gamine. Enfin, c'est difficile quand t'es prof et que t'es jeune. Enfin, c'est des trucs qui te font encore rire. Tu vois, t'es pas encore aigri.
Donc j'ai appelé l'anecdote zigoto du fond du bus, parce que malgré le fait qu'ils étaient devant mon bureau, ils avaient vraiment les comportements de ceux du fond du bus. Voilà, qui font le bazar, qui rigolent fort, etc., qui font les plous, quoi, tout simplement. Mais aussi le côté zigoto, parce que dès que je fronçais les sourcils, zigoto numéro 1 faisait semblant d'avoir peur et était très impressionnable, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, ils étaient turbulents, mais il suffisait de crier un peu, de froncer les sourcils, pour qu'ils soient assez vite impressionnables. Un jour donc, alors que je donnais cours tant bien que mal, je vois vers la fin du cours que zigoto numéro 1 commence à dessiner sur le mur à côté de lui, donc il commence à dessiner. Déjà j'hallucine qu'il se permette de faire ça à côté de moi, parce que je le voyais, hein, il était genre à 2 tables devant moi. Il voit que je le vois, et il commence du coup à se sentir mal. Bien sûr, je l'interpelle, je lui dis d'arrêter tout de suite ce qu'il fait, je lui demande mais qu'est-ce que tu fais, arrête tout de suite. Et de venir me voir finalement à la fin du cours. Je lui ai évidemment fait la leçon et je lui ai donné simplement une punition parce que en vérité, dégradation du matériel, ça peut aller plus loin, on peut aller dans des renvois ou des choses comme ça, mais je lui ai simplement donné une punition parce que voilà, encore une fois, c'était des bébés un petit peu. Je sais pas s'ils se rendaient vraiment compte de ce qu'ils faisaient. Donc je l'ai prévenu que la prochaine fois ça passera pas, ça serait exclusion, mais voilà, je lui ai donné punition à me donner la semaine d'après. Le pire c'est quand je me suis approchée du mur pour voir le dessin. J'ai encore une fois presque craqué de mignonnerie, mais aussi de rire. Vous savez ce qu'il avait dessiné? Non mais vraiment c'est grave. Il avait dessiné un nounours. Comment vous voulez leur en vouloir? En fait, il fait des bêtises, même quand il fait des bêtises, ça reste bébé, ça reste enfantin, ça reste mignon, un nounours. Non mais vraiment incroyable. Donc c'est vraiment, ça illustre parfaitement ce que je disais, au sens où les élèves de cette classe étaient sans cesse en train de faire le bazar, mais pas méchamment parce qu'on voyait vraiment que c'était vraiment des bébés, des gamins. Et c'est fou parce que quand je comparais cette classe très immature, très bébé, etc., qui fait des nounours sur le mur, avec juste le niveau du dessus, donc c'était des deuxièmes avec les troisièmes, je me disais que c'était vraiment incroyable le décalage qu'il peut y avoir en un an de temps, parce que du coup c'était des deuxièmes et des troisièmes, au niveau de la différence de maturité, bref. Donc je lui ai donc donné sa punition. C'était donc un mardi ce jour-là. Et le jeudi, en fait, d'après, alors que j'avais fini mon travail et que mon mari venait me chercher à l'école en voiture, nous nous sommes rendus compte en passant devant l'école qu'il y avait zigoto numéro 1 ainsi que zigoto numéro 2 et 3 en train d'attendre. Donc celui qui avait fait le dessin sur le mur, là, le personnage principal, là, c'est zigoto numéro 1 avec ses petites lunettes. Donc, j'étais déjà mort de rire de les voir de loin parce que je me suis dit vraiment, c'est vraiment des gogoles quoi. Enfin, même quand ils sont pas dans l'école, tu vois, c'est des gogoles, franchement, c'est trop drôle. Évidemment, vous savez très bien, les élèves, nous aussi, on était comme ça quand ils voient un prof hors de l'école, c'est en mode oh, regarde, c'est la prof, oh là là, regarde son mari, regarde comment elle est habillée, regarde sa voiture, machin. Voilà, ils regardent tout, forcément. On n'est pas habitué à voir nos profs hors de l'école. Donc forcément, ils ont tous les trois regardé la tête pour nous regarder dans la voiture avec mon mari. J'ai dit à mon mari finalement que c'était eux mes élèves. Et il a forcément tourné la tête pour les regarder, sans forcément vouloir leur parler, mais forcément il a tourné la tête pour les regarder. Mais il se trouve que finalement, zigoto numéro 1, quand il nous a vus, donc c'est celui qui a baptisé le mur de l'école avec un petit nounours, quand il nous a vus, il s'est empressé de courir vers la voiture, avec son petit corps de petite batata comme ça, en train de courir, ses petites lunettes, ses petits cheveux et son petit cartable, comme ça. Il s'est planté devant nous, il a ouvert son cartable et il a sorti sa punition en me disant « Madame, c'est la punition !» Avec une tête. Mais vraiment, en fait, ils sont tellement niais qu'ils font rire en fait. Ils sont impayables ces élèves, franchement. Mon mari est à côté dans la voiture. Et mon mari, en fait, des fois, il aime bien faire un petit jeu en voulant un peu prendre une grosse voix et impressionner un peu les petits. C'est pas méchant, hein. Mais sans que ça soit méchant, mais il a voulu faire ça un petit peu en mode le remettre un peu à sa place parce qu'il savait que franchement, cette école, j'ai galéré, même si eux, c'était pas les pires. Mais voilà, il voulait un petit peu, voilà, le faire un petit peu peur sans être méchant. Et donc, du coup, imaginez la scène. Zigoto numéro 1, en train de courir avec son cartable, comme une petite batata. Ses petits cheveux frisés, ses lunettes comme ça de traviole, sa punition, son cartable à la main. C'est trop drôle. Madame, c'est la punition, en train de courir et dire ça. Et mon mari qui l'a stoppé net une fois qu'il est arrivé à la hauteur de la vitre, en lui disant, en gros, Ya Sahabi, tu crois que c'est le moment? Tu lui donneras à l'école un bourras. En gros, il lui a pas dit ni bourras ni sahabi, je sais plus exactement ce qu'il lui a dit. Mais vraiment, c'était vraiment le ton en mode, tu crois que c'est le moment? Genre, vraiment, il a vraiment un petit peu parlé à la blédarde et c'était trop marrant. Franchement, c'est trop drôle. C'était mémorable et en fait, je voyais bien qu'il était un peu impressionné, donc zigoto numéro 1, mais en même temps, comme d'habitude, il avait envie de rire, ce qui donnait vraiment, encore une fois, un mélange incroyable sur sa tête. Et franchement, moi, j'étais mort de rire parce que vraiment, ces élèves, des fois, ils sont incroyables. Il était attachant, en fait, ce gamin-là. Et à la fin, mon mari lui a dit, Ya Rahmani Walidi, en mode, il lui a fait une doigt à moi, vas-y, sors, Mouldi, tu vois, vas-y, pars, qu'est-ce que tu vas faire? Petit gamin, le petit comme ça, petite patate avec des petites lunettes, c'est trop marrant. Donc finalement, on est parti, laissant zigoto numéro 1 avec sa petite mine toute déconfite, ses lunettes rondes, sa petite punition à la main, il savait pas quoi faire. Et sur le trottoir, et nous en train de se barrer, trop drôle. Donc voilà, mon mari il est resté sérieux jusqu'à ce qu'on ne le voit plus et moi j'étais morte de rire, franchement j'ai trouvé ça trop drôle et c'est vraiment en fait, ce qui m'a fait vraiment rire c'est le décalage entre toute sa bonne volonté, sa bonne nia de venir me donner la punition etc. Tout nia etc, tout plein de volonté et mon mari qui la casse en mode qu'est-ce que tu crois que tu veux, on n'est pas en cours là, tu donneras la semaine prochaine, qu'est-ce que tu veux ça, oui. Genre ça m'a fait trop rire, vraiment c'était hilarant. Anecdote numéro 8, le mouton de Panurge.
Donc pour cette anecdote, ici dans l'énoncé, j'ai volontairement exagéré les traits avec ce type d'orthographe, mais on reste vraiment dans l'idée et vous allez comprendre pourquoi. J'étais en pleine correction des examens de décembre et j'avais pour les troisièmes mis les questions de cours dans lesquelles il était question d'une certaine et fameuse expression qu'on avait vue en cours. Donc il devait me rappeler c'était quoi, c'était l'expression qu'on avait vue en cours. Cette expression célèbre, en fait, si vous ne l'avez pas déjà deviné, désignait le fait de suivre bêtement quelqu'un ou la masse, une masse, un groupe de personnes sans réfléchir. Vous l'aurez deviné, on parle ici de l'expression de mouton de Panurge, de Rabelais, l'écrivain Rabelais. Les élèves de cette classe, bien malheureusement, n'avaient pas étudié, encore une fois, et en plus de ça, avaient copié les uns sur les autres. Donc vraiment, c'était la totale. Sauf qu'en fait, ils sont tellement bêtes, ils sont si bêtes que ils ont complètement illustré finalement l'expression de mouton de Panurge, qui veut dire suivre bêtement le troupeau, puisqu'ils m'ont recopié l'expression avec une faute énorme qui donnait un truc dans le genre, comme j'ai dit, le mouton de Panurge, ou le mouton de Panurge. Enfin, franchement, c'était ridicule. Franchement, je me suis dit, mais vraiment, c'est incroyable comment ils ont illustré finalement l'expression avec leur acte. Ils ont illustré le fait d'être un mouton, c'est-à-dire de suivre bêtement avec leur acte même, de recopier les uns sur les autres. Agib. Donc voilà, ça m'a fait vraiment rigoler, et ça, encore une fois, dans nos carrières de prof, on en voit souvent des trucs comme ça, des élèves qui se recopient les uns sur les autres et qui recopient des fautes et des erreurs, et ça donne des catastrophes monumentales. Donc la leçon à retenir, ne trichez pas. Vraiment, ne trichez pas, on le voit directement. 9e anecdote, Roloto violent. Cette avant-dernière anecdote n'est malheureusement pas très joyeuse, mais je pense nécessaire de mentionner cela parce que ça démontre aussi que dans le métier de prof, il n'y a pas que des anecdotes rigolotes, il n'y a pas que des moments de joie, il y a aussi des moments très difficiles à vivre. Cette fois, c'était pendant finalement ma 2e année d'enseignement dans un établissement assez compliqué, mais que j'appréciais quand même bien. J'avais encore une fois l'une des pires classes, c'était des 5e ou des 6e, je crois, les plus grandes de l'école. Et je me souviens plus trop de leur filière, j'ai du mal à retenir parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la France, mais en gros, je crois que c'était un bail comme des STMG. Vous voyez vraiment professionnalisant. Nous étions au tout début de l'année dans les premiers cours, et j'avoue que c'était encore une fois très dur pour moi parce que, comme à peu près toutes les classes de ce style, c'est vraiment dur pour moi de capter leur attention. C'est pas des élèves qui sont très scolaires, donc c'est vraiment difficile de capter leur attention. Donc il y avait aussi un gros souci dans cette classe et dans cette école en général de consommation de Marie-Jeanne, si vous voyez de quoi je parle. Et donc il n'était pas rare finalement que les élèves viennent en cours défoncés malheureusement, complètement stone, c'est-à-dire qu'on les sentait des kilomètres à la ronde. C'est quand même à mon sens très grave, mais bref. Donc l'élève en question dont je vais vous parler, c'était vraiment typiquement, mais vraiment typiquement, le type d'élève qui a abandonné le système scolaire et que le système, je pense, malheureusement, a aussi abandonné. Très agressif, tout le temps en retrait, qui arrive en retard ou alors qui vient pas. Mais lui, il était quand même souvent présent. Mais vraiment, le Roloto, vraiment en puissance, quoi. Franchement, c'était vraiment ça, l'archétype du Roloto. Étant donné que j'avais du mal à donner cours à cette classe, une collègue prof du cours de morale que j'avais beaucoup apprécié et qui avait déjà un certain âge avait proposé finalement de venir m'aider dans ma classe à faire des débats parce que moi j'ai mon cours de philo. Du coup, elle m'a proposé de venir faire des débats mêlant morale et philo. Donc je trouvais que c'était une super bonne idée. Et finalement, je vous dis ça parce que c'est important pour la suite. J'étais donc en train d'initier le cours et j'ai repris plusieurs fois Roloto, celui dont je vous parle, parce qu'il utilisait son téléphone et il n'écoutait pas. Sauf que j'étais encore dans mes premières années, même si c'est encore le cas, et du coup je savais pas que avec ce type d'élève, en fait, il faut s'y prendre de façon subtile. Si tu y vas frontalement en lui disant fais pas ci, fais pas ça marche pas. Il faut vraiment être subtil avec ce type d'élève. Et bien évidemment, ça a pété. Donc du coup, je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter avec son téléphone, et au bout de la 2e ou 3e fois, il a pété les plombs et il m'a hurlé dessus en me demandant pourquoi je faisais une fixette sur lui, pourquoi j'arrêtais pas de lui parler à lui, qu'est-ce que j'avais avec lui. En gros, il avait un peu un délire parano. Et je pense déjà, a posteriori, déjà de 1, qu'il avait des troubles mentaux, ce qui est presque avéré parce que quasiment tous les profs me l'avaient dit, basculait parfois un peu dans le délire parano. En mode tout le monde est contre lui, etc. Bref. Donc il a commencé finalement à serrer fort ses poings en me hurlant dessus depuis sa place. Et ça a monté crescendo, sauf que vous voyez bouillir de plus en plus depuis sa place. Il a commencé à serrer fort ses poings en me hurlant dessus. Et moi j'ai fait la même chose parce qu'encore une fois j'avais pas d'expérience et ça m'a énervé qu'on me parle comme ça. Donc j'ai pas réussi à calmer mes nerfs. Donc moi j'ai hurlé, lui il a hurlé. On a hurlé de plus en plus et je me suis dit là ça va monter crescendo. Et finalement ça va mal se terminer. Je le voyais vraiment bouillonner de plus en plus et je me suis dit subhanallah il va en mettre une, c'est pas possible, il va en mettre une, c'est sûr et certain. Heureusement, comme je l'ai mentionné avant, la prof de morale était là et elle a calmé le jeu, ce qui ne m'a quand même pas empêché de me barrer en courant de la classe. Pas très mature, ni très professionnelle, voilà, j'étais dans mes premières années, c'était très difficile pour moi. Donc voilà, on fait comme on peut. Cette anecdote, elle m'a traumatisée un peu parce que déjà c'est la première fois qu'un élève me hurlait dessus avec une telle violence. Et aussi parce que je me retrouvais confrontée à mes propres limites, c'est-à-dire que j'ai pas su gérer la situation et j'ai pris la fuite. Je me suis trouvée démunie et en fait c'est pour ça que j'ai fui.
Donc évidemment, ne faites pas ça. Pour les profs qui débutent, un message, c'est normal en fait de surréagir. C'est normal de ne pas savoir quoi faire. C'est même normal de fondre en larmes et de partir en courant. Parce qu'en fait, on est humain et quand on ne sait pas gérer une situation, on fait comme on peut. Surtout quand vous avez une direction qui ne vous suit pas du tout. Parce que juste pour finir un peu l'anecdote, finalement, suite à cet incident, je suis partie prendre l'air et je suis allée finalement en salle des profs afin de boire ou je sais plus trop quoi faire. Et la prof a fait venir dans la classe le directeur qui était déjà venu dans l'une de mes premières classes en début d'année, suite à un autre grand souci. Et il avait fait une réflexion en mode bah c'est à vous d'avoir la discipline hein. J'ai trouvé tellement méprisant en fait, enfin moi je suis une jeune prof et tu me dis devant tous mes élèves sans me prendre à part bah c'est à vous d'avoir la discipline. Enfin franchement des fois il y en a ils sont directeurs mais je sais pas comment ils ont fait pour l'être vraiment. Le genre de personnes pas du tout aidantes et qui se pensent absolument supérieures. Donc là c'était l'autre fois, mais donc cette fois-là ce jour-là il y avait que le sous-directeur et j'ai vu tellement de supériorité dans ses paroles, je me suis sentie tellement bête en fait, je me suis sentie tellement nulle. Il y avait que des hommes à ce moment-là, lui et d'autres collègues et vraiment je sais pas comment vous expliquer mais j'ai vraiment senti ce patriarcat me traverser. Je sais pas comment dire, je me suis vraiment sentie la pauvre petite débile, la pauvre petite imbécile, la pauvre petite femme humiliée. Enfin vraiment, je vous jure que c'est ça que j'ai vraiment ressenti ça. Devant ces hommes supérieurs, satisfaits, très suffisants. Il a vraiment osé me dire avec le torse gonflé, plein d'heures, plein d'orgueil. Ah bon? Mais moi ça m'arrive jamais quand je viens dans les classes. J'étais vraiment en mode, mais pardon, en fait, smahia, hein, désolé, excuse-nous, hein, excuse notre médiocrité, vraiment, enfin, c'est tellement peu approprié de dire ça à un prof, à un jeune prof, tu vois, qu'il est en train de fondre en larmes devant toi, et tu te glorifies comme ça, en mode, ah, moi, ça m'est jamais arrivé, hein, bah, ok, enfin, c'est bien, mais je vois pas ce qu'il y a d'approprié à dire ça à ce moment-là, bref. Je suis vite reprise, je suis retournée en cours, en tâchant faire fi de l'événement, mais franchement, paye ta direction, quoi, vraiment, des fois, vous savez, on se plaint des profs, mais il faut aussi voir les personnes qui sont derrière eux, très malheureusement. Sinon, pour reprendre sur ce genre d'incident, c'est vraiment très grave. En tant que prof, quand vous êtes confronté à ce genre d'événement, il faut vraiment le dénoncer et il ne faut pas vous laisser faire. 10e anecdote, l'extrémiste 2.0. La dernière anecdote de cet épisode est la plus grave selon moi et j'aimerais sensibiliser les élèves et même les parents d'élèves qui m'écoutent à ce sujet. Donc là c'est pas un ton très drôle, c'est pas un ton très drôle du tout. Donc je menais comme d'habitude un débat dans l'une de mes classes de 6e esthétique, donc il y avait que des filles dans ces classes-là. C'était en général une heure que j'aimais vraiment bien parce que c'était fluide et c'est vrai que c'est toujours plus calme et plus simple en général avec des filles qu'avec des garçons. Donc j'avais lancé un débat sur la peine de mort et chacune devait argumenter en donnant son avis sur l'efficience, l'efficacité de cette peine et si elle était pour ou contre finalement, évidemment en argumentant. Forcément, ou pas, tout le monde était plus ou moins contre, ou alors avait des avis modérés, mais bref, tout le monde argumentait un petit peu avec des avis modérés et finalement très logiques et très réfléchis. Jusqu'à ce qu'en fait je tombe sur une élève qui ne venait d'ailleurs pas souvent à mon cours. Ici, il est important de souligner que cette élève ne portait pas le hijab. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc bref, je l'interroge et elle commence à me dire que dans notre religion, parce que quasiment tous mes élèves étaient musulmans, ils savaient que je l'étais aussi, que dans notre religion, il était obligatoire, en tout cas pas interdit de tuer les koufars. Moi et les autres élèves, on a été sidérés. Certaines de ses camarades qui la connaissaient bien déjà pour être quelqu'un d'assez radical dans ses propos, rigolaient un peu entre elles en mode gêné parce qu'elles avaient l'habitude, mais je me souviens très bien d'une élève que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Maysam, qui était autant choquée que moi et qui l'a vraiment bien remise en place avec des arguments. Enfin franchement, cette fille-là, je l'ai beaucoup appréciée. Très très intelligente, très très fine, très très subtile, machallah. Donc voilà. On a le droit de tuer les koufars. La gamine, elle avait, je sais pas, 16 ans, 17 ans. Incroyable, dans un pays européen, enfin c'est quand même incroyable de dire ça. Donc évidemment j'ai tenté comme j'ai pu de lui faire saisir qu'à part dans des contextes bien déterminés, comme en cas de guerre et encore en cas de guerre défensive, parce qu'il y a bien vraiment des contextes, il y a des... Voilà, c'est pas quelque chose voilà, c'est pas noir ou blanc en fait, il y a des contextes, il y a des choses, il y a des trucs, il y a des kada. Dans un cas général, il n'était absolument pas question finalement de tuer les non-musulmans dans notre religion, et ça m'a vraiment glacé le sang, alors qu'une gamine de 16 piges, en BIC 2023 ou 2022, je sais plus, mais voilà, dans notre siècle-là, en Europe, ose dire des thèses comme ça quand même. Enfin, c'est par rapport à sa religion, je trouve ça incroyable. Pourquoi je voulais signaler qu'elle ne portait pas le hijab? Parce que c'est très souvent les personnes les moins religieuses d'apparence qui tiennent les discours les plus radicaux, paradoxalement. De ce que j'ai pu voir et constater. Et j'ai aussi constaté, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets ici ou ici, je sais pas où, j'ai étudié un peu le phénomène qui s'empare des jeunes, qui est que je remarque que beaucoup de jeunes, quand ils commencent à s'intéresser à la religion, ils vont vraiment vers des thèses qui sont très extrémistes, très radicales. C'est vraiment un jeune public qui est charmé par ce type de thèse, extrémistes et rigoristes de la religion. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir.
Je trouve ça assez important de le souligner, de le signaler parce que c'est très grave à un si jeune âge en fait d'avoir une pensée aussi viciée, aussi radicaliste et soit noire soit blanche, alors qu'on sait bien qu'en islam et même de façon générale, en réalité de façon générale très peu de choses sont soit noires soit blanches en fait. Cette vie elle est faite de nuances et heureusement même notre religion elle est faite de nuances, alhamdoulilah bien heureusement. Et je me suis vraiment interrogée en fait sur ce qu'on lui enseignait à la maison à cette jeune fille pour qu'elle en arrive là. Et vous savez, le pire c'est que souvent en fait, même souvent ces pensées là ne viennent pas forcément de la maison mais de l'éducation religieuse que se font eux-mêmes les jeunes via les réseaux sociaux. Et c'est une catastrophe. Franchement, les parents qui m'écoutent, s'il vous plaît, attention à ce que regardent vos enfants. Et les jeunes qui m'écoutent, vraiment, en tout cas les élèves qui m'écoutent, n'apprenez pas votre religion sur Internet. Vraiment, vraiment, vraiment. La religion, elle s'apprend avec un shir, les genoux au sol, avec des frères et des sœurs, pas sur Internet. Vraiment en présentiel, mais pas sur Internet. À la rigueur, pour, voilà, quand on n'a pas forcément le temps, on rattrape un cours ou deux. Mais vraiment, les bases de la religion ne s'apprennent pas sur Internet. Pour conclure, j'espère que ces anecdotes vous auront plu, amusé ou bien fait prendre conscience de certaines choses. Je pense très bientôt refaire une deuxième édition, Inch'Allah. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me raconter en commentaire quelques-unes des anecdotes que vous avez pu vivre ou alors à me dire celles qui vous ont le plus marqué. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Salam.